vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ce signe. Ce signe, c'est le W, la double victoire. Victoire au premier tour, victoire au deuxième tour. Français, amis, compagnons, camarades, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué, mesdames et messieurs, plus les élections approchent, plus nos adversaires se rangent à nos idées. Sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'éducation, sur l'Europe, sur la mondialisation, sur les grands équilibres géostratégiques, ceux qui se montrent par ailleurs si acharnés à nous combattre nous donnent raison sur tout. Visiblement, notre discours rassembleur de Valmy n'a pas rassemblé seulement tous les patriotes sincères, mais il a servi de chemin de Damas à leurs têtes égarées, puisque depuis cette date, tous ces libéraux sociaux et autres sociaux libéraux n'ont plus que la nation et la République à la bouche, sinon au cœur. Eux qui, depuis 30 ans, n'ont eu de cesse d'insulter, de moquer, de ridiculiser la nation et avec elle le Front National, seul parti à la défendre. Soudain, alors qu'approche l'échéance présidentielle, tous ces euromondialistes voient désormais la France en tricolore et reniant d'un coup tout ce qu'ils ont adoré, tout ce qu'ils ont servi, tout ce qu'ils ont créé, ils vous promettent, selon la démagogie du candidat, d'accomplir en 10 ans ou en 100 jours tout ce qu'ils n'ont pas su faire depuis 30 ans. Alors que par la politique de gauche comme de droite, tout va de mal en pis dans le pays, sans vergogne, ils vous promettent de raser demain gratis, ils vous mentent. Ils vous mentent sur les promesses d'augmentation de salaire, quand dans le même temps la spéculation immobilière, stimulée par les fonds de presse américains, continue d'aggraver le coût du logement. Un coût du logement déjà multiplié par 3 depuis 10 ans, au point qu'il est devenu un luxe, même pour les salariés des classes moyennes, de pouvoir se loger dans la ville où ils travaillent. Ils vous mentent sur le pouvoir d'achat, quand le seul passage à l'euro a vu, malgré leurs pieux mensonges, 25 produits de première nécessité, comme le pain, l'eau, le lait, pratiquement doublés en 5 ans, au point que si ça continue, le pouvoir d'achat d'un euro deviendra bientôt celui d'un franc. Ils vous mentent sur le chômage qui baisse, alors que le travail précaire ne fait qu'augmenter et que cette politique de chômage de masse est, de l'aveu même des théoriciens libéraux, non pas un problème, mais la solution qui permettrait qui ferait à la fois pression sur les salaires et gel des revendications, soit la solution choisie par le pouvoir et le MEDEF depuis 30 ans. Ils vous mentent sur l'immigration, sur l'insécurité. Oui, ils vous mentent comme ils ont toujours menti. Menti sur les bienfaits de la rigueur, menti sur les bienfaits de l'euro, menti sur les bienfaits de la mondialisation heureuse, menti sur l'état général du pays, sans jamais admettre leurs erreurs, sans jamais assumer leur bilan, seulement fidèles à l'adage selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. Ils osent, avec un incroyable cynisme, vous faire encore ces mêmes promesses qu'ils n'ont jamais tenues, qu'ils ne peuvent pas tenir, qu'ils sont là pour ne pas tenir et qu'ils ne tiendront pas plus demain qu'hier et pas plus demain qu'aujourd'hui.
inquiets que demain vous sortiez les sortants. Ils vous promettent de remettre à l'honneur cette République qu'ils ont bafouée, cette nation qu'ils se sont acharnés à détruire, sans jamais reculer devant aucune contradiction, aucune invraisemblance. Les socialistes osent déclarer sans rire vouloir lutter contre la dette et la bureaucratie tatillonne. Les libéraux euromondialistes, à la solde du MEDEF, jurent, pour ne pas être en reste, de lutter désormais pour l'entreprise nationale et l'investissement patriote. Eux qui ont tout cassé depuis 30 ans, car ils ont tout cassé. L'emploi, le pouvoir d'achat, la cohésion sociale, l'entreprise, la laïcité, l'armée de conscription, l'école, l'agriculture, l'enfance, la natalité. Depuis 30 ans, tous ces gens qui se sont succédés au pouvoir se sont ingéniés. Par idéologie, par démagogie, à détruire tout ce qui fonctionnait dans notre pays. Il aura fallu pourtant de l'acharnement dans l'arrogance pour mener à la catastrophe la France des 30 glorieuses, cette France de l'économie mixte voulue à la libération où la libre entreprise d'essence nationale se voyait inscrite et valorisée dans la cohérence d'une perspective globale assurée par le plan. Il aura fallu de l'acharnement dans l'incompétence pour mener la France des 30 glorieuses à cette France des 30 piteuses, cette France des 30 honteuses dans laquelle nous nous enfonçons depuis le milieu des années 50, leur France du déclin, du reniement et du renoncement, à propos de laquelle, depuis cette époque, je ne cesse de tirer inlassablement la sonnette d'alarme. Ils ont cassé la cohésion nationale et sociale par une immigration massive, sans garantie et sans moyens d'assimilation. Inaugurée par Chirac en 1974 sous le nom de regroupement familial. Non pas immigration de travail en lien avec nos nécessités de développement, mais immigration de peuplement sans volonté d'assimiler ni de former. Ils ont voulu cela, créant ainsi les conditions des affrontements communautaires et de la ruine économique dont Cachan est aujourd'hui la parfaite illustration. Ils ont cassé l'égalité républicaine, ils ont cassé l'égalité par l'abandon de la laïcité, seul principe capable de faire vivre ensemble, malgré nos diversités nationales, ancestrales ou récentes, par la frontière bien marquée entre la sphère publique et la sphère privée. Laïcité abandonnée par clientélisme communautaire, cette sordide soumission aux lobbies et autres minorités qui a récemment donné une loi liberticide de plus. Laïcité abandonnée par la mise en avant permanente et arrogante d'origines ethniques souvent mythifiées au détriment des valeurs communes. Ces valeurs communes unificatrices qui faisaient de la France un pays de diversité et de fraternité où le breton comme l'auvergnat, l'antillais comme le savoyard étaient à la fois fiers de leur région ou contrée d'origine, fiers et heureux de se côtoyer fraternellement dans la même ville et d'entonner la Marseillaise d'une même voix sur le même banc des stades à une élection d'éclat, de fontaine ou de copa. Ils ont cassé l'école qui n'aurait jamais dû devenir le lieu de toutes les expérimentations pédagogiques, l'asile des délires d'apprentis sorciers. Mais qui aurait dû rester ce creuset où le jeune enfant apprenait à devenir français et citoyen, et d'abord, bien sûr, à lire, à écrire et à compter.
Jadis, la France s'honorait d'une école formatrice, intégratrice, qui n'était pas ce lieu de marginalisation où des diplômes au rabais sont dispensés à tout va comme autant de fausses monnaies et qui voit un quart de ses effectifs sortir sans savoir ni lire ni écrire. Ils ont cassé la sécurité sociale, détruite par les fraudes et par les abus dont la CMU se sommet d'irresponsabilité, où l'État-providence se voit étendu par abstraction au monde entier, sans même parler des 150 000 dossiers annuels de l'AME réservés aux clandestins. À croire que le but pervers de cette machine à déficit, soucieuse de toutes les misères, dès lors qu'elles ne sont pas celles des Français, est de pousser à la privatisation. Ils ont cassé l'enfance, âge fragile du rêve et de l'intériorité, par le déferlement mercantile de la consommation, de la mode et de la pornographie. Ils ont cassé la natalité par la banalisation de l'avortement, où l'enfant réduit, où l'enfant réduit à un objet pénible à produire n'est plus conçu comme le vital renouvellement des générations et le vecteur de l'amour entre elles, mais comme une charge qu'ils veulent faire assumer demain par l'immigration. Ils ont cassé notre agriculture et abîmé nos campagnes par une politique de surproduction planifiée à Bruxelles pour aboutir en 2012 à sa disparition. Ils ont cassé la liberté d'entreprendre par des réglementations kafkaïennes, des charges ahurissantes, comme ils ont cassé l'artisanat en dévalorisant la tradition, la transmission, en même temps qu'ils dévalorisaient les métiers manuels, les métiers de la pêche et du petit commerce. Les métiers de la pêche. Détruit les métiers qui étaient les véritables instruments de la promotion sociale par capillarité. Et en cassant ainsi méthodiquement la liberté d'entreprendre et l'égalité citoyenne qui forge le sens de la responsabilité, c'est la fraternité française qu'ils ont fini par détruire, cet art et ce bonheur de vivre ensemble, hélas, aujourd'hui presque disparu. La crise, mes chers compatriotes, est aujourd'hui si grave dans un pays au bord de la ruine et menacé même de guerre civile que tous ces casseurs, après 30 ans de mensonges et de destruction, admettent enfin du bout des lèvres ce qu'ils ne peuvent plus cacher à Marseille ni ailleurs. Sentant la colère du peuple qui gronde après 30 ans de dos rond, sentant la désespérance monter jusque dans les classes moyennes malgré la propagande des médias, les multiplications de jeux de l'écran et des stades, ils osent enfin parler à gauche comme à droite de l'impérieuse nécessité de la rupture et du changement. Eh bien, pour une fois, au Front National, nous sommes d'accord avec eux puisqu'ils sont d'accord avec nous. Et tout le peuple de France, d'ailleurs, se montre pour une fois unanime sur la nécessité de cet urgent et impérieux projet. Oui, il faut rompre, il faut changer. Mais changer et rompre avec quoi? Avec qui? Sinon avec la politique de destruction qu'ils ont menée à droite, ensemble à droite comme à gauche, les uns après les autres avec l'alternance, puis carrément main dans la main dans ces cohabitations
qui constituèrent dans une 5e République à bout de souffle le stade suprême de la mascarade et de l'impuissance politique. Durant ces 30 ans, je n'ai cessé de sonner l'alarme, de faire le bon diagnostic, de prévoir, de prédire où allait conduire cette politique désastreuse et suicidaire. Et malheureusement, pour la France, la réalité m'a donné raison. Vilipendé comme réactionnaire, extrémiste, fasciste, ou que sais-je encore, par tous ces arrogants doctrinaires, ces idéologues sectaires, nous étions en réalité l'avant-garde, l'espoir de renouveau, et j'ose le dire sans peur du paradoxe, la conscience progressiste de ce pays. Malgré les coups bas, les calomnies, les insultes, les diffamations, alors que nous luttions simplement pour la France, durant 30 ans, nous avons tenu bon, seulement guidés sous les sifflets et les injures, par l'amour indéfectible de notre pays, armés de notre seul bon sens et de la surintuition que notre vision était la bonne, cette vision à laquelle peu ou prou tous se rallient aujourd'hui, à reculons, en catimini, soyez-en sûrs, à contre-cœur, pour nous donner implicitement raison. Y en a-t-il un seul, à droite comme à gauche, pour avoir le courage de le reconnaître aujourd'hui? Y a-t-il un seul de ces politiciens pour avoir l'honnêteté de nous rendre justice? Un seul de tous ces casseurs politiques qui n'ont fait durant 30 ans que s'enfoncer dans l'erreur pour reconnaître que face à la mondialisation sauvage, face à l'individualisme consumériste destructeur de responsabilité et d'harmonie, la communauté nationale, la grande et belle idée de nation, était la vraie solution. Cette solution que nous proposons, nous, et nous seuls, depuis 30 ans. La seule capable, en ces temps troublés, de défendre la liberté, la sécurité, la prospérité, l'identité, la culture, la langue de notre peuple français. S'ils avaient seulement une once d'honnêteté politique et de sens moral, ils s'en iraient dans le silence en nous souhaitant bonne chance. Or, au lieu de cela, que font-ils? Ils répètent toujours ce même slogan inlassable, injustifiable, tout, sauf Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Mais pourquoi donc tout sans Le Pen, si l'on admet par ailleurs que celui-ci avait raison sur tout? Sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'Europe, sur l'euro, sur l'Irak, sur le sida, sur la mondialisation. Étrange incohérence, sans même parler de morale, que cette attitude qui consiste à ostraciser, à vilipender celui qu'on plagie par ailleurs et à qui on donne si ouvertement raison. S'ils avaient seulement une once d'honnêteté et de sens de la responsabilité, ils sortiraient humblement par la petite porte en demandant pardon au peuple de France pour ces millions de chômeurs, ces millions de délinquants, ces milliards d'endettements. Et au lieu de cela, que font-ils, que disent-ils, que vous proposent-ils, au lieu en fait de rupture et de changement? Je vous le donne en mille, tout simplement de continuer avec eux. Oui, mais oui, mais oui, ils souhaitent que vous continuiez avec les Sarkozy, les Royal, les Fabius. Les Fabius, les Strauss-Kahn, les Villiers, les Bayrou. Tous ministres, anciens ministres et autres serviteurs de ministres qui, dans ces gouvernements qui se sont succédés pour mener le pays à la ruine, comme si de rien n'était. Mais quel incroyable culot! Quel mépris insensé faut-il avoir de l'électeur, du citoyen, de la France et des Français? Mais les croient-ils assez bêtes, Français? Pensent-ils plutôt que vous avez oublié qui gouvernait quand ils ont organisé le regroupement familial? Pensent-ils que vous avez oublié qui gouvernait quand ils ont mis en place
la politique de la rigueur? Pense-t-il que vous avez oublié qui gouvernait quand ils ont programmé la liquidation de notre industrie et de notre agriculture? Pense-t-il que vous avez oublié qu'ils ont bradé la souveraineté nationale à l'Europe de Maastricht, ouvrant le pays à la déferlante migratoire et à la concurrence sauvage du mondialisme? Pense-t-il que vous avez oublié qui a mis en place la CSG, qui a augmenté de 10 fois en 5 ans, qui faisait payer le prix du chômage aux salariés, le RMI qui avait pour but d'endiguer la légitime révolte contre un chômage de masse organisé, les privatisations qui brassaient le brin commun de la nation, la retraite à 60 ans qui ne tenait pas compte de l'allongement de la vie et de l'augmentation massive du nombre des retraités et entraînait irrémédiablement la faillite du système. Les 35 heures qui, au lieu de partager les richesses, pénalisaient les PME et les bas salaires. Par une conception soviétique du travail, tout en favorisant la flexibilité dans les grandes entreprises et les loisirs des futurs bobos. Et le seul qui, pendant ce temps-là, disait la vérité, faisait le bon diagnostic, proposait les solutions justes, prévoyait, annonçait l'imminence de la catastrophe, c'était moi, en votre nom, moi, Jean-Marie Le Pen et mon parti, le Front National. C'est sur moi, tel Cassandre, que devaient se concentrer vos attaques et votre rejet. Et pourquoi donc? Parce que, Français aimant la France, j'ai longtemps sacrifié sur l'autel menteur de la propagande et des médias mon image et ma popularité. Parce que j'ai osé dire la vérité, coûte que coûte, face au système, par l'amour du peuple et de la France. Alors, à tous ces manipulateurs qui croient encore pouvoir échapper à votre légitime colère par ce vieux stratagème, je dis qu'ils n'échapperont plus longtemps à la justice du temps, car le mensonge vieillit aussi vrai que la vérité conserve, et n'est-ce pas, la France, quand on l'aime, on a toujours 20 ans. Tout le monde doit comprendre que si pour la classe politique, je suis toujours l'homme à abattre, c'est que les politiciens ont bien peur que ces promesses électorales qui vous font aujourd'hui à reculons, comme autant de concessions tactiques, de reniements, ces promesses que je me suis faites d'abord à moi-même et qui constituent mon programme depuis 30 ans, ils ont bien peur que je les tienne. Ce programme de réforme qu'ils ont combattu tant qu'ils pouvaient sournoisement, ce programme de réforme vital pour le redressement du pays, qu'ils admettent maintenant comme nécessaire, ils redoutent que je l'accomplisse. Eux qui ont sollicité toutes les fonctions qu'ils occupent, eux qui sont payés pour promettre et ne pas tenir, eux qui ont à chaque fois promis et jamais tenu, oui, s'ils combattent aujourd'hui comme hier Jean-Marie Le Pen tout en lui donnant raison, c'est parce que moi et moi seul, indépendant des puissances d'argent, des groupes de pression et des lobbies, suis l'homme du changement et non de la rupture bidon. Car il est évident que ce programme de redressement national, consubstantiel à notre mouvement, les renvoie à leurs mensonges et à leurs contradictions. Prenons l'exemple de Sarkozy. Mais qui c'est Sarkozy? Un jour, bûchot atlantiste à Washington. Le lendemain, national républicain à Périgueux. Sarkozy, l'Américain, soudain touché par la grâce et converti par mon discours de Valmy.
Jusqu'à la prochaine volte-face, au prochain sondage, ce n'est plus Sarko le libéral, le communautaire, le valet des Américains, c'est Sarko le franchouillard, le patriote. Par cet étonnant hommage à nos idées, à mon style, le petit Nicolas serait-il en train de réaliser que la seule façon pour lui de rester au pouvoir, c'est de briguer un poste de ministre chez Jean-Marie Le Pen? Il faut reconnaître qu'à ces derniers temps, il en fait des tonnes, l'ancien député maire de Neuilly, sans doute pour tenter de nous faire oublier sa calamiteuse visite chez le président Bush avant que celui-ci ne se retrouve avec le caleçon US sur la tête. Toute cette frénésie à vouloir depuis nous la jouer français, un repositionnement qui de débriefing en brainstorming sent encore son marketing à l'américaine. Sacré Sarko, atlantiste en Amérique pour plaire à ses mentors, tiers-mondiste au Sénégal pour doubler Ségolène et français de retour en France dès qu'il chute dans les sondages. Fabius le comparait à un caniche, mais il a tort comme animal politique, il tiendrait plutôt pour le caméléon. Face à tant d'incohérences, de volte-face, pour ne pas risquer le ridicule d'un Sarko caniche à Washington, puis coq gaulois à Périgueux, Ségolène, elle en fait le moins possible. Profitant d'un physique relativement avantageux, elle exhibe ses toilettes et sourit aux Français, c'est Ladi Nunuche ou la fée Gribouille. Tandis que Sarko s'agite, elle se tait, déjà échaudée par ses multiples bourdes, alors que la campagne commence à peine. Camp militaire pour délinquants, alors que nous n'avons presque plus d'armée. Jury populaire de sinistre mémoire, quand il suffirait, pour rendre le pouvoir aux citoyens, de rétablir la proportionnelle intégrale. Nucléaire iranien, gna. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, Miss Poitou-Charentes, c'est un tollé dans son propre parti. Et il faut reconnaître que pour la critique interne, les socialistes se posent un peu là, Strauss-Kahn et Fabius s'en chargeant avec un bel acharnement. Une foire d'empoigne, en fait, de primaire à gauche, qui donne déjà une belle idée de ce que pourrait donner le retour du PS aux affaires. Du coup, tétanisé par la certitude de mal faire et la méchanceté de ses futurs soutiens, ce qui devait être un débat à gauche pour éclairer les Français tourne au monologue juxtaposé. 3 monologues sous les coups bas, les sifflets, par ailleurs terrifiants de froideur, pendant que, comme 3 robots technocrates, énarques et bobos, et n'ont d'autre souci que d'éviter le faux pas qui pourrait les faire chuter demain dans les gazettes. Un bel exemple de transparence politique et de respect des citoyens. Sarko la girouette et Ségo la gaffeuse, dont les popularités virtuelles se dégonflent déjà dans les sondages. Ces sondages de commande, dont je n'ai d'ailleurs jamais tenu compte, ces sondages de commande dont on nous gave, mais qui ne peuvent occulter l'inquiétude grandissante des Français qui se demandent qui, de M. Karcher ou de la fée Gribouille, est le plus dangereux. Sans vouloir jouer les prophètes, j'ai bien peur que pour ces deux-là, la dernière ligne droite de la campagne présidentielle soit longue, très longue. It's a long, long way, comme dirait Sarko. Et que Ségolène et Ségo, ces deux vedettes américaines, ne soient déjà plus aux avant-postes quand les choses sérieuses vont commencer. Car, dans cet univers encombré de conseillers en marketing, de conseillers non payeurs, on a trop tendance à oublier qu'en politique, le seul sondage qui vale, c'est celui des urnes. Et tant qu'on n'aura pas supprimé l'isoloir, tant qu'on n'aura pas supprimé ce lieu et ce moment secret où le français, malmené par les pressions et les propagandes, peut
durant l'espace d'un vote, prendre sa revanche sur tous ceux qui le manipulent et l'humilient, on ne sera sûr de rien. Il y aura de grandes surprises. Souvenez-vous d'un certain 21 avril et d'un certain référendum. Oui, je suis intimement persuadé que ce qui fait la pérennité et la stature d'un homme politique, ce sont les rapports d'esprit, de cœur et d'âme d'un homme avec le peuple, et non les contrats qui le lient avec des instituts de sondage et autres agences de pub qui nous les vendent comme des yaourts. Ces stratégies de com, ces ciblages, ces positionnements marketing risquent le moment venu de ne plus peser bien lourd face à des citoyens qui se réveillent, face à un pays qui se lève pour demander des comptes. Ces stratégies d'image ne révèlent en fait que le souverain mépris qu'ils nourrissent pour le peuple, mépris des petits patrons qualifiés de paternalistes et de passéistes parce qu'ils refusent d'être sacrifiés, eux et leurs salariés, sur l'autel de la mondialisation, des stock options, des copains du MEDEF et des fonds de pension. Mépris des petits commerçants toujours identifiés aux profiteurs du marché noir et affublés du sobriquet d'épiciers et qui, dans les faits, subissent la concurrence déloyale de ces grandes surfaces qui défigurent l'abord de nos villes, transformant peu à peu le centre de nos bourgades en véritable désert. Mépris des paysans, accusés par les bobos des villes de dénaturer la nature, alors que ce sont eux qui, par leurs mains, par un travail millénaire, ont façonné nos campagnes et qui, pour tout remerciement, sont promis demain, comme les marins-pêcheurs, à la liquidation pure et simple, puisque la PAC et les technocrates de Bruxelles ont programmé leur mort en 2012. Mépris des ouvriers, rebelles aux restructurations et aux délocalisations qui les jettent par millions à la rue et à qui nos énarques, enrichis dans le même temps par les stock options, reprochent encore leur manque de sens du sacrifice, leur manque de modernité qui signifie pour eux chômage et misère. Mépris des fonctionnaires, forcément absentéistes, qu'on veut rendre responsables de la destruction des services publics, alors que le plus souvent, fidèles à leur mission, ils en sont les premières victimes. La grande masse des fonctionnaires, nous ne la confondons pas au Front National avec les oligarchies syndicales qui se sont glissées en elles comme en un fromage. Mépris, enfin, mépris des femmes, mères et travailleuses, seules condamnées dans notre pays à la double peine, soi-disant libérées de la quiétude du foyer pour devenir les petits soldats du salariat pressuré et de la consommation idiote, avec comme hochet la parité et la lecture abrutissante des magazines People, quand ces femmes ont ainsi urgent besoin de places de crèche, de salaire parental et autres aménagements du temps de travail. Mépris des vieux, rebaptisés seniors quand ils ont un pouvoir d'achat, et sinon abandonnés à la solitude par cette société qui a détruit la famille et ses liens affectifs et qui ne parle plus en guise de solution que de légaliser l'euthanasie. Mépris des jeunes à qui on croit pouvoir masquer la société de chômage, d'insécurité et de dette qui les attend par la Star Academy et le bac au rabais. Mépris des immigrés aussi, parqués dans les cul-de-sac de l'immigration que sont les cités, traités tantôt comme des victimes, tantôt comme des criminels, selon les besoins des politiques qui les voient toujours comme des primitifs et qui les manipulent à coups de sobriquets grotesques, beurre, potes, encadrés par les assos, au nom tout aussi suspect que ni pute ni soumise. Mépris que tout cela, mépris des Françaises et des Français, tous réputés paresseux, passéistes, craintifs, nombrilistes, chauvins, racistes, en un mot, ringards, et qui ne méritent pas les exceptionnels dirigeants qui les ont conduits où ils sont et dont les réussites étonnent le monde. Dirigeants pourtant ridiculisés par les médias étrangers, plus lucides et plus libres que les nôtres, et qui n'ont Dieu que pour l'Amérique, le modèle suédois, la social-démocratie allemande, le miracle coréen, et que sais-je encore, tout plutôt que la France et l'exception française.
un mépris de la France, de la responsabilité et du travail que nos pseudo-élites qualifient avec dégoût de populisme. Ce populisme qui signifie d'abord amour et défense des intérêts du peuple qu'ils exècrent et qui leur fait peur, puisqu'en transcendant la gauche et la droite, ils n'aspirent qu'à la réconciliation des Français par la reprise en main de leur destin. Oui, tous ces Français méprisés qui risquent de voter fort mal en 2007, comme ils ont déjà mal voté en avril 2002 et en 2004. Alors assez de mépris. Nous tous, citoyens de ce pays, patrons et artisans, ouvriers et paysans, employés et commerçants, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous, peuple de France, qui de Bouvines à Valmy, des terris du Nord aux plaines de Champagne, avons siècle après siècle façonné de nos têtes et de nos mains ce pays de liberté, d'égalité et de fraternité qu'il s'acharne à détruire. Soyons fiers de ce que nous sommes, fiers de notre histoire pour ce qu'elle incarne de courage, d'intelligence, de travail, de persévérance, d'héroïsme et de génie. Cette insoumission gauloise aussi que tous nos technocrates, ces agents du mépris, veulent éradiquer. Cette insoumission qui nous fait dire que rien n'est inéluctable, que nous ne croyons pas au sens de l'histoire, comme ils disent pour justifier leurs errements. Il n'y a pas de fatalité, ni à l'immigration, ni au chômage, ni aux délocalisations, ni à la violence, ni aux ravages de la mondialisation. Il n'y a de sens de l'histoire que celui que le peuple veut lui donner. C'est lui et lui seul qui décide. Et c'est à lui que je propose mon projet présidentiel qui suivra d'ici quelques semaines un projet législatif détaillé. Mon projet s'adosse sur des valeurs que nous ne brandissons pas comme des slogans, des accroches publicitaires, mais auxquelles nous croyons du plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Ainsi s'organisent les fondements de notre action politique. Liberté, égalité, responsabilité, fraternité, voilà ce quoi se fonde notre action. La liberté d'abord, parce que c'est notre bien le plus cher. C'est notre liberté individuelle, mais aussi celle de notre pays, que j'entends rétablir. Chers compatriotes, nous devons à tout prix rendre à notre nation la liberté de décider de son avenir. Celui-ci passe par la maîtrise de notre monnaie, de nos frontières, de notre budget. Nous ne serons jamais plus un peuple libre si nous ne récupérons pas notre souveraineté juridique, alors qu'une norme sur 4 déjà applicable en France est d'ores et déjà issue de l'Union européenne. Nous devons retrouver notre souveraineté territoriale en rétablissant les frontières internes à l'Union européenne, ce qui nous permettra de décider alors qui entre et qui réside sur notre territoire. Alors que notre droit de veto a déjà disparu pour les dispositions relatives au droit d'asile, au visa et à l'immigration clandestine, en attendant qu'il nous soit retiré demain sur les conditions d'entrée et de séjour des immigrés légaux. Veto déjà illusoire, puisque les 1 500 000 clandestins légalisés par l'Italie et par l'Espagne lors des derniers mois peuvent déjà s'installer en toute légalité en France. Notre souveraineté économique, sacrifiée sur l'autel de la monnaie unique, doit être restaurée. Nous devons retrouver la liberté d'user de nos instruments de politiques économiques et monétaires qui seuls peuvent permettre d'agir sur l'emploi et les délocalisations. Et ceci sans oublier la politique sociale de M. Bolkestein, la sécurité intérieure, la justice, la politique en matière de services publics dans lesquels l'Europe ne cesse de s'immiscer. C'est au nom de cette liberté que dès mon élection, je proposerai d'ajouter à la Constitution française un article disposant que toute modification des traités européens fera l'objet d'une consultation obligatoire du peuple français par la voie du référendum. Oui, une autre Europe est possible et je mettrai toute mon énergie à la construire. Une Europe de la coopération des États et des entreprises, de la coopération industrielle et policière, de la coopération diplomatique et environnementale, mais une coopération associant des nations libres et souveraines. Il faut aussi donner
à cette grande Europe des nations, la dimension géopolitique optimale qui est celle du continent boréal, de Brest à Vladivostok, ensemble cohérent de peuples et de civilisations chrétiennes ayant des intérêts vitaux et une culture en commun et exposés à des risques identiques. Ce sont ces propositions de bon sens que je ferai à nos partenaires européens et qui, j'en suis sûr, trouvera leur assentiment. Mais si l'Union européenne persistait à vouloir aller dans le mur, je le dis, la France n'ira pas s'y écraser avec elle. Mais la liberté, c'est aussi l'indépendance énergétique et alimentaire. C'est d'abord maintenir notre effort de production d'énergie nucléaire, intensifier nos recherches en matière d'énergie nouvelle, favoriser l'utilisation de carburants d'origine végétale, de la biomasse. C'est également développer les sociétés publiques exerçant leur activité dans ce domaine stratégique, pendant qu'il conviendra de diversifier nos sources d'approvisionnement. Lorsque la France retrouvera demain sa liberté de mouvement, nous nous devrons de ne pas la laisser entre les mains de l'oligarchie politico-économique qui en faisait hier un aussi mauvais usage. Rendre la liberté au peuple, et ceci, n'en déplaise à Madame Royal, ne passe pas par l'instauration des jurys populaires soviéto-idéaux, mais par le rétablissement de la proportionnelle intégrale aux élections européennes, nationales, régionales, départementales, municipales, professionnelles et sociales. Oui, le peuple français doit avoir la liberté aussi de choisir ses gouvernants, loin des manipulations de mode de scrutin qu'on lui impose depuis 30 ans. Oui, le peuple français doit être consulté sur les grandes décisions politiques qui le concernent, grâce à la mise en place d'une république référendaire où toutes les réformes fondamentales seront soumises au référendum du peuple. La liberté, cette valeur fondamentale, doit être aussi insufflée dans l'économie. Dans un monde changeant, où l'accélération technologique devient fulgurante, où la mondialisation se généralise et s'aggrave, il était fatal que le capitalisme devenu patrimonial privilégiât l'actionnaire sur l'entrepreneur et le salarié. Il fallait alors lutter contre l'immobilisme que favorisait par intérêt ou lâcheté gouvernants et patrons du CAC 40 et autres barons du MEDEF. Il fallait d'abord libérer les forces productives, l'innovation que notre peuple porte en lui. Il aurait fallu faciliter les capacités d'adaptation de tous les actifs, entrepreneurs, professions libérales, salariés du public et du privé qui souhaitaient ces réformes, contrairement à ce que disent dirigeants de droite et syndicats de gauche assis sur leur rente de situation. Seuls vrais craintifs de l'avenir, comme le sont toujours les privilégiés figés dans la défense de leur prébende. Il aurait fallu favoriser l'émergence d'une classe créative de richesse, la retenir, stopper l'hémorragie de nos talents vers l'étranger, développer ce dynamisme entrepreneurial qui permet à chacun, s'il le souhaite, de créer son entreprise et d'en vivre. Mais pour cela, il aurait fallu faire confiance au peuple, à son sens de l'initiative et de la responsabilité qui furent toujours à l'origine de nos réussites. Il faudrait croire à ses capacités inégalées, à son énergie immense, à tout ce qui faisait de la France une grande nation, car nos adversaires de droite comme de gauche ont oublié que le travail est au cœur de la citoyenneté. Il n'est pas seulement production de richesses et moyens de subsistance et d'indépendance, mais aussi intégration de l'individu, en lui donnant son statut social, son domaine de réalisation de soi, son revenu et son réseau relationnel et en un mot, sa dignité. C'est pourquoi il nous faut en finir avec le chômage. Plutôt que de l'indemniser, il nous faut réduire les inégalités de revenus par l'enrichissement des plus défavorisés plutôt que par la redistribution. Rendre marginal l'État-providence par l'élévation du niveau de vie en assurant à tous la maîtrise de leur destin économique. Permettre la libération de toutes les forces productives
en favorisant l'esprit d'entreprise, les artisans, les commerçants, les petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois, exportatives et innovantes, terreau de notre puissance économique et de notre équilibre social, et moyen irremplaçable d'assurer dans l'indépendance à l'égard de l'État la promotion sociale des meilleurs issus des couches populaires. Avec ces patrons entreprenants, nous entamerons donc une longue concertation visant à supprimer les contraintes administratives et fiscales superflues qui pèsent sur la création d'entreprises et sur l'embauche. Mais nous libérerons aussi le travail face aux interdictions de travailler plus de 35 heures, moins de 35 heures, aux interdits des heures supplémentaires, aux interdits de travail à plus de 65 ans, aux interdits de cumul de deux activités, aux interdits d'exercer une retraite et une activité, je réponds liberté. Ceux qui veulent travailler plus et gagner plus doivent pouvoir le faire. Ceux qui peuvent et veulent travailler moins en se privant d'une retraite à taux plein doivent pouvoir le faire aussi. En un mot, les Français doivent pouvoir organiser leur travail et leur vie comme ils l'entendent. Aux pères et à la mère qui le veulent, nous donnerons la liberté de ne pas travailler hors de chez eux si lui ou elle préfère se consacrer à l'éducation de ses enfants grâce à l'instauration d'un salaire parental. Grâce à l'instauration d'un salaire parental et d'un statut juridique et social pour la mère de famille. Une femme sur deux dans notre pays aimerait avoir un enfant supplémentaire. C'est notre devoir aussi de leur donner cette liberté-là, si nécessaire, au demeurant à l'équilibre démographique de la France. Encore faut-il que le fruit de ce travail ne soit pas confisqué par un État pléthorique et gaspilleur. Car la liberté que je défends n'est pas la liberté de la jungle, ce n'est pas la liberté du renard dans le poulailler des économistes libéraux, elle n'est pas la politique menée main dans la main par nos gouvernants, valets depuis 40 ans de la même politique économique privilégiant la finance à la production et qui a choisi le mondialisme contre le développement économique de la nation. Cette politique dite libérale, produisant chômage de masse, pauvreté, assistanat, travail clandestin et stagnation des salaires. Amer constat de 30 ans de pouvoir de la droite du CAC 40 appuyée sur la gauche de la trahison ouvrière. Notre politique à nous, notre révolution, c'est de rendre aux Français la liberté de jouir des fruits de leur travail. Ce n'est que justice après 30 ans de confiscation successive destinée à détruire une des libertés fondamentales du citoyen, la constitution d'un patrimoine transmissible à sa famille. Mes propositions répondent donc à un objectif de justice et d'efficacité. Nous simplifierons le système fiscal français dont la complexité perturbe les grands équilibres économiques. Nous instaurerons 4 tranches d'impôt sur le revenu du travail. Elles s'échelonneront entre 0, 10, 15 et 20%. Nous devrons tendre vers la suppression. Nous devrons tendre vers la suppression progressive de cet impôt qui freine l'initiative et décourage l'activité. Les seuils d'application en seront établis pour favoriser les plus démunis d'entre nous. Nous conserverons bien sûr la prime pour l'emploi et le quotient familial, étant entendu que nous accorderons une part fiscale dès le premier enfant. Toutes les autres déductions fiscales seront supprimées, à l'exception de celles concernant l'investissement dans les PME, PMI. Les mêmes taux, 10, 15, 20, s'appliqueront à l'impôt sur les successions en ligne directe. L'impôt sur les sociétés sera organisé selon les mêmes principes. 3 taux, 10, 15 et 20%. Là encore, les seuils d'imposition s'établiront pour favoriser la croissance et le développement des PME, PMI. C'est encore le même esprit qui présidera à la réforme des plus-values de cession des entreprises
qui seront réduites à 10% du montant de ces plus-values pour les cessions inférieures à 5 millions d'euros. Au-delà, c'est le taux de 15% qui s'appliquera. Le régime actuel de 26% d'imposition subsistera pour les produits d'une activité purement spéculative. Dans un premier temps, sans supprimer l'ISF, nous exonérerons de celui-ci la résidence principale. Ces propositions révolutionnaires dans un État surfiscalisé permettront à nos compatriotes de jouir du fruit de leur travail. Elles contribueront dans des proportions raisonnables au fonctionnement d'un État qui se reconcentrera sur ses missions régaliennes en assurant ainsi la nécessaire solidarité nationale. Elles sont surtout les seules capables de relancer l'activité économique et la croissance, clé du redressement. Les sociétés, elles, pourront faire les investissements qui sont nécessaires à leur survie et devenir ainsi dans le même temps performantes et compétitives. N'oublions jamais que ce sont elles, les TPE, les PME, les PMI, qui créent l'emploi et pas l'État. En libérant le monde économique des contraintes absurdes d'un État qui n'a plus rien de providentiel, je donnerai parallèlement aux salariés la liberté de voir émerger des syndicats réellement représentatifs en supprimant le monopole fromage des syndicats issus de la résistance. La liberté, c'est enfin la nôtre. Nos libertés individuelles qui se réduisent comme peau de chagrin, liberté de pensée, de conscience, de religion, et par-dessus tout, liberté de choisir entre le bien et le mal, cette fameuse morale qui déplaît tant à la classe politique, tant cela l'arrange que leur turpitude ne soit pas mesurée à l'aune de cette échelle de valeurs. Ne leur en déplaise, une société juste et humaine passe par la réaffirmation des notions de bien, de courage, l'honnêteté, la droiture, la compassion, le respect des lois auxquelles s'opposent clairement les notions de mal, le mensonge, la lâcheté, l'égoïsme, la moralité. Cela va sans dire, mais dans une société où c'est le provocateur poète Gainsbourg qui chantait « casser la gueule aux dealers », alors que les nantis de la classe politique racontent complaisamment à la presse people quand ils ont tiré sur leur premier joint, cela va mieux en le disant. Le second principe fondamental qui guide notre action est l'égalité, mais c'est celle que l'État se doit de faire respecter entre ses nationaux, pas l'égalité avec le monde entier. Non, nous ne voulons pas de la discrimination raciale de M. Sarkozy, appelée pudiquement positive, et qui consiste à donner plus de droits aux uns qu'aux autres sur le critère de l'origine ethnique. Nous ne voulons pas non plus de la discrimination religieuse de M. de Villiers. Nous considérons que si différence de traitement il doit y avoir, celle-ci doit se faire entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Seule différence de traitement qui soit en même temps légitime, légale et morale. Je réaffirme aujourd'hui que le Français, même SDF, doit avoir plus de droits que l'étranger, aussi brillant et sympathique soit-il, car le grand-père du SDF est mort à Verdun pour défendre notre patrie, parce que, outre être des citoyens, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers d'un patrimoine immense, matériel, intellectuel, artistique, juridique, social, qui a été constitué non par nous, mais au long des siècles par le travail, les efforts, les souffrances, les sacrifices des générations qui nous ont précédés et que nous avons le devoir sacré de transmettre à nos enfants et à ceux qui naîtront d'eux. Nous devons rendre aux Français leurs privilèges dans leur propre pays et ceci passe par la préférence nationale à l'emploi, au logement, aux aides sociales et familiales. Qu'une chose soit claire, les Français sont chez eux en France, ils n'ont pas à s'en excuser.
Il faut, et cela n'est que justice, qu'à compétence égale les emplois, notamment, soient réservés prioritairement à nos compatriotes. Il faut que les logements sociaux leur reviennent en priorité, alors qu'aujourd'hui, les critères purement sociaux donnent l'exclusivité d'accès aux arrivants miséreux du monde entier. Mais l'égalité passe aussi par un service public de qualité, condition essentielle de leur survie. Qui ne voit pas que le meilleur argument de la privatisation totale voulue par l'Europe, c'est le coût et le fonctionnement plus que contestable des services publics. Cette situation, je l'affirme, ne trouve pas son origine dans l'attitude des fonctionnaires, mais bien dans les positions et réclamations insoutenables de leurs syndicats. Plusieurs services publics doivent et peuvent redevenir en même temps performants et efficaces. Qui peut croire qu'une entreprise privée remplacerait le poteau télégraphique endommagé qui dessert les 54 habitants du hameau de montagne? Mais ces 54 habitants sont des Français. Eux et leurs parents payent des impôts pour avoir droit à l'eau, au gaz, à l'électricité, à recevoir le courrier, et cela aussi, c'est l'égalité. Je ne peux évidemment clôturer ce chapitre sur l'égalité sans évoquer l'école. L'école est le véritable et premier lieu où se forge l'égalité, celle des chances. Or, la véritable sélection, j'ose le dire, est source de l'égalité véritable. Il nous faudra refaire de l'école le lieu privilégié de la transmission du savoir minimum sans lequel, dans une société, nul ne peut survivre, s'insérer, s'élever dans l'échelle sociale. Lire, écrire, compter, connaître l'histoire et la géographie de son pays sont des bases essentielles qui aujourd'hui manquent à un élève sur 4 au sortir du primaire. L'école publique L'école publique doit aussi respecter scrupuleusement la neutralité religieuse, politique et philosophique, tant il est vrai, comme disait le général de Gaulle, que la culture générale, c'est l'école du commandement. La véritable égalité, c'est de donner à tous la possibilité d'avoir un emploi et grâce à lui de fonder et de faire vivre dignement sa famille. Pour cela, il faut tendre à l'égalité entre le travail intellectuel et le travail manuel, développer l'apprentissage, revaloriser le travail manuel est un impératif car lorsqu'on a faim, mieux vaut un cuisinier qu'un sociologue. Les diplômes, qu'ils soient professionnels ou universitaires, tueront l'égalité s'ils n'ont plus aucune valeur, que ce soit aux yeux de l'entreprise ou par comparaison avec les systèmes de formation de nos concurrents. Mais, au-delà de cet objectif de performance de notre système éducatif, l'égalité passera aussi par les conditions dans lesquelles le savoir est transmis. Aujourd'hui, on ne reçoit pas la même éducation à Bobigny qu'à la Trinité-sur-Mer. Il faut y porter remède. La réaffirmation forte de la laïcité et de la neutralité politique à l'école, ainsi que le retour au respect des règles et à la lutte contre la violence sont donc des exigences. Mes chers compatriotes, vous devez bien comprendre, l'égalité ne peut se concevoir qu'entre êtres humains responsables, car cette responsabilité conditionne aussi l'usage que l'on fait de sa liberté. Or, vous constaterez avec moi que la classe politique choisit depuis des années la voie de l'infantilisation, de la démagogie, de l'anesthésie de nos consciences et de nos volontés. Ce qui évitait de s'appesantir sur la leur, la responsabilité que les gouvernants ont à l'égard du peuple, lui assurer une défense, une sécurité, une justice, une protection sociale. Car en effet, la première des responsabilités, c'est celle que l'État a à l'égard de ses nationaux. Plus un seul devoir de l'État n'est aujourd'hui rempli, et j'entends en 5 ans y remédier, en rétablissant une défense nationale indépendante, en adaptant son budget aujourd'hui obsolète à la hauteur d'une défense moderne et efficace. Les dépenses militaires étant aussi un des moyens de privilégier la recherche, la formation civique et le retour économique sur investissement. En retrouvant une armée nationale par l'instauration d'un service militaire volontaire de 6 mois, ouvrant droit à des facilités d'accès à la fonction publique. En organisant une justice
en organisant une justice digne de ce nom, impartiale, par la suppression de la syndicalisation des magistrats, en régionalisant l'École nationale de la magistrature et en réservant 50% des places dans la magistrature par concours à la société civile. La justice sera rendue également performante en doublant le nombre des magistrats, alors qu'il y en a aujourd'hui pas plus pratiquement qu'à la fin du XIXe siècle. En rétablissant la sécurité par une politique de fermeté à l'égard de la délinquance et de la criminalité, en mettant en place une politique carcérale volontaire et humaine qui permettra l'ouverture de 100 000 places de prison supplémentaires, indispensables pour que les peines prononcées soient réellement effectuées et que leur diversité permette la réinsertion sociale des condamnés qui le méritent. La responsabilité d'un État, c'est aussi de ne pas altérer les équilibres économiques des systèmes de protection qui ont été mis en place d'abord au bénéfice des Français. Or, ceci implique l'arrêt de l'immigration, qui pèse d'un poids aujourd'hui insurmontable sur les régimes sociaux et plus généralement sur les équilibres de la nation. Mais c'est aussi mettre en place des outils efficaces pour maîtriser les conséquences néfastes de la mondialisation qui mettent aujourd'hui nos salariés et nos systèmes productifs en concurrence déloyale avec des pays dont les coûts de production sont jusqu'à 100 fois inférieurs aux nôtres. Ne nous y trompons pas. S'ils sont si compétitifs, c'est parce que ces pays ne respectent pas la protection sociale minimale nécessaire à un traitement décent des salariés. C'est ainsi, peut-on dire, que si nous travaillons 35 heures par semaine, les Chinois, eux, dorment 35 heures par semaine. La responsabilité d'un État, c'est enfin celle qu'il a envers l'avenir et qui doit s'exprimer dans une politique d'investissement dans la recherche, en libérant celle-ci des pesanteurs bureaucratiques. L'État doit permettre une synergie entre les partenaires concernés, universités, centres étatiques de recherche, instituts privés, industries, PME, PMI, fondations, ce qui donnera un véritable élan à une obligation impérieuse pour notre pays. Dans le même esprit, la défense d'une harmonie entre la nature et l'activité humaine, ce que l'on nomme aujourd'hui l'écologie, et qui fut le thème de la première publication du Front National en 1974, doit être, bien sûr, pour un État, une préoccupation majeure. Elle exige le respect des paysages, des animaux, qu'ils soient de compagnie, de travail ou de boucherie, celui des dons de la nature que sont l'air, l'eau, le ciel, la terre ou la mer. Elle réclame aussi l'humilité et la responsabilité humaine à l'égard de la nature. Elle ne saurait en aucun cas être le monopole des Verts qui l'ont annexée au mépris de leurs convictions marxistes, car elle est en effet fondamentalement conservatrice. Elle nécessite, bien entendu, une grande politique d'investissement dans la recherche d'énergie de substitution, respectueuse de l'environnement et garante à terme d'une indépendance énergétique de la France et peut-être une des chances de l'agriculture. N'en déplaise à M. Hulot, au demeurant bien sympathique, la baisse de la consommation pétrolière ne passera pas par une taxe de plus, un impôt supplémentaire ruineux pour nos compatriotes. Elle passera par la libéralisation de la recherche en la matière, celle-ci ayant été jusqu'à aujourd'hui muselée par la pression des lobbies pétroliers. Mais la défense de l'environnement, c'est aussi le retour du respect perdu à l'égard du règne animal, qu'il soit sauvage ou domestique. Tant il est vrai que la manière dont un peuple traite les animaux, y compris ceux qui le nourrissent, est toujours très révélateur de son état de conscience morale. Cette harmonie devra se retrouver. Cette harmonie
devra se retrouver dans l'aménagement du territoire et dans la défense de la ruralité. La dernière et grande responsabilité de l'État, enfin, est de permettre le renouvellement de son peuple dans un environnement facilité et embelli. C'est l'objectif de la grande politique familiale que j'appelle de mes vœux depuis plus de 30 ans et qui passe par des mesures incitatives de la natalité et par la défense de la structure familiale. Car ceux qui ne permettent pas à la moitié des femmes françaises qui veulent un enfant supplémentaire de le faire trahissent leur peuple et insultent l'avenir. Cette natalité, nous le savons, est un élément fondamental de l'équilibre de notre société et une condition impérative de la survie de notre système de retraite et même de la simple survie de notre peuple. Si cette politique de soutien aux familles, y compris monoparentales, existait, la jeune Aline n'aurait peut-être pas, à 19 ans, cru devoir faire un choix criminel entre son enfant et son travail. Mais attention mes chers compatriotes, car si l'État a des responsabilités envers ses nationaux, ceux-ci doivent aussi individuellement prendre la responsabilité de leur propre destin et se donner les moyens, dans un environnement économique désormais favorable, de construire leur propre bonheur. La grande contrepartie que je demande aux Françaises et aux Français, c'est la responsabilité et la loyauté. Nous allons baisser radicalement les impôts, mais en contrepartie, nous sanctionnerons durement la fraude. Nous réserverons les logements sociaux aux plus démunis de nos compatriotes, mais la contrepartie sera le respect de ces locaux financés par la communauté nationale. Nous développerons la formation des jeunes, mais la contrepartie devra être leur énergie à bâtir leur avenir. Nous assimilerons les immigrés devenus français au cours des dernières années, mais la contrepartie sera le respect sine qua non de nos lois et de nos traditions. Nous recréerons un environnement économique favorable aux entrepreneurs, mais en contrepartie, nous exigerons de leur part un investissement réel dans l'emploi. Je remplirai ma part du contrat et je suis convaincu que le peuple français tiendra la sienne. Ainsi, nous pourrons nous tourner vers le monde, car nous avons une responsabilité à son égard, celle d'apporter ce que notre peuple a mis 2000 ans à construire, les valeurs universelles que nous portons. Nation et République, liberté, égalité, fraternité, responsabilité, honneur, patrie, valeur et discipline. Cette exception française, nous l'offrons comme modèle au monde. Elle seule peut permettre la paix, le développement et son équilibre. Pour cela, appuyés, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une défense nationale puissante et efficace, nous exercerons dans cette Europe des nations associées que j'appelle une nouvelle fois de mes vœux l'influence que mérite notre pays. C'est la grande tradition de la politique étrangère de la France de se tenir, certes, dans le camp de la liberté, mais aussi dans celui de l'indépendance. Les problèmes de l'immigration ne se régleront pas sans des accords de coopération avec les pays d'où sont issus cette armée de miséreux montant à l'assaut des pays sous-développés. J'oserais vous rappeler que le premier, je demandais il y a plus de 20 ans une politique de co-développement avec les pays du départ de l'immigration et le moratoire des dettes des pays pauvres. C'est par ce seul moyen qui permettra de créer là-bas les ressources alimentaires, les emplois, que ces malheureux pourront enfin travailler et vivre au pays comme ils en ont le droit au même titre que chacun d'entre nous. Mais cela passe par une réorganisation de nos relations diplomatiques et économiques, par la constitution d'un réel partenariat qui feront demain de ces pays de véritables clients et non des assistés, des partenaires et non pas une clientèle néocoloniale. Pour le reste, guidés par la seule défense de l'intérêt national,
Usant du reste de notre prestige dans le monde arabe, nous ferons entendre la voix singulière de la France, éloignée de la ligne politique américaine de confrontation avec le monde musulman. Nous nous efforcerons même d'aider en Irak au rétablissement de la paix civile après le départ de ceux qui, par ingérence militaire et politique, sous de faux prétextes, ont plongé ce malheureux pays dans un chaos sanglant. Un chaos sanglant et une misère indicible. Personne à part nous n'a osé prononcer le mot clé du conflit, pétrole. Nous chercherons la voie du dialogue et du compromis entre les intérêts contradictoires d'Israël et de la Palestine. Difficile conciliation qui ne peut exclure, bien entendu, la Syrie et l'Iran qui détiennent chacune une part des clés de la pacification de cette région. Il y va de la paix au Moyen-Orient et peut-être dans le monde. C'est le seul intérêt national, toujours et partout, qui dictera la position de la France, porteuse dans le monde des valeurs que je définissais tout à l'heure. Liberté, égalité, responsabilité guident notre engagement politique. Mais la fraternité tient aussi une place fondamentale dans notre action, car la protection des plus faibles d'entre nous est partie intégrante de l'idée que nous nous faisons d'une nation solidaire. Mais pour aimer les autres, encore faut-il s'aimer soi-même. Et cette fraternité à laquelle nous tenons tant doit d'abord s'exprimer envers nos anciens et bien sûr d'abord envers nos anciens combattants. Avant de parler des contreparties décentes que la nation leur doit en remerciement de leur courage et de leur bravoure, il faut aussi leur rendre leur fierté. Et pour cela, cesser de battre notre coulpe pour un oui, pour un non, comme si la France avait toujours et encore, tout au long de son histoire, commis atrocité et injustice. Comme si nous, Français, peuple le plus accueillant du monde, peuple laborieux, qui avons usé nos mains dans les champs et les usines, qui avons été sacrifiés dans toutes les guerres et qui ont les complices nés de tous les crimes contre l'humanité. Comment ne pas comprendre, après tout ce travail de calomnie, de destruction, le désamour de certains Français d'origine étrangère pour une nation qui les accueille dans des conditions déjà difficiles, quand nous avons nous-mêmes été dressés depuis 30 ans à la détestation de notre pays? Comment ne pas comprendre que c'est d'abord cette défiance envers la France qui produit la délinquance, cette défiance envers la France qui produit ce repli vers une religion étrangère, certes inquiétante pour notre identité, mais qui, exprimant un besoin de spiritualité face à une société sans âme, ne prospère jamais que sur le vide moral et spirituel que la France a elle-même créé. Ceci étant rappelé, la solidarité des nationaux doit s'exprimer à l'égard de ceux qui ne sont pas ou plus en mesure de se défendre eux-mêmes. Les malades, les personnes âgées, les handicapés, en décrétant que la sécurité sociale, au même titre que la sécurité extérieure de la France ou que la sécurité des citoyens, relève de la compétence de l'État national. L'État doit devenir l'instrument de la solidarité nationale et en être démocratiquement et totalement responsable devant les Français. L'État national doit être un État social au service du peuple français. Débarrassés du carcan du pacte de stabilité, nous pourrons alors faire les investissements vitaux, non seulement dans les hôpitaux, qui en ont cruellement besoin, mais aussi dans le développement des aides au maintien à domicile des plus faibles. Je prends l'engagement, chers compatriotes, de ne pas limiter cette fraternité à ceux qui ne travaillent pas ou plus, mais l'ouvrir aussi à ceux d'entre nous qui sont souvent les plus démunis tout en étant dans la vie active. Quand sur les trottoirs des grandes villes, l'on voit aujourd'hui de plus en plus de sans-logis
qui ont pourtant un emploi, quand les restaurants du cœur accueillent maintenant des milliers de salariés pauvres, enfin nous réaffirmerons par des mesures concrètes notre fraternité à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer, de cette France du bout du monde qui se sentent souvent abandonnés à leurs problèmes, celui d'une immigration clandestine massive et du chômage devenu endémique. J'instituerai entre autres un label pays outre-mer afin de distinguer et de privilégier les produits agricoles et les productions artisanales de nos frères d'outre-mer. Voici, mes chers compatriotes, brossé dans ces grandes lignes, le projet que je soumets aux Françaises et aux Français. Le soir du 21 avril 2002, je leur avais dit, n'ayez pas peur, entrez dans l'espérance. La peur, à l'époque, a été la plus forte, instrumentalisée qu'elle fut par l'ensemble des forces du système. Tous unis, droites et gauches, dans la défense de leurs privilèges et de leurs prébendes. Les Français ont depuis vécu 5 ans de désespérance. Où en serons-nous dans 5 ans? Accepteriez-vous encore 5 ans du même déclin? Alors, franchissez le pas. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en moi, tous ensemble. Nous allons relever notre France. C'est notre droit, mais aussi notre devoir. Ayons le courage. Ayons le courage et la franchise de le dire, non pour faire peur, mais au contraire pour galvaniser l'esprit de résistance et la résolution de se sauver, car on peut encore le faire, mais je le dis sans emphase, la patrie est en danger et avec elle son peuple. Elle est d'abord en danger d'aveuglement, ne pas voir et donc se condamner à ne pas prévoir ni pouvoir. La lente dérive d'une décadence qui peut s'accélérer vertigineusement à partir de n'importe quel incident grave. Elle est en risque d'indécision et d'impuissance devant la nécessité d'agir, de prendre les décisions salvatrices mais difficiles. Elle est en risque de réagir trop tard, disait le général américain MacArthur, vainqueur du Japon en 1945, trop tard, ce sont les 2 mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Grâce à cette campagne électorale décisive, les Français n'auront pas l'excuse d'avoir su trop tard les risques mortels que court notre pays, mais c'est de leur responsabilité que de faire l'effort de comprendre. Ce sera de la nôtre, la mienne et celle du peuple français agissant d'un même élan, d'agir de telle sorte qu'il puisse faire échec au malheur avant qu'il ne soit trop tard, qui était le thème de la première affiche du Front National en 1972. La dégradation de la situation de la France va s'accélérer s'il n'est pas remédié d'urgence à tous les problèmes, immigration, insécurité, chômage, précarité, déficit budgétaire et sociaux, balance commerciale, illettrisme, délocalisation. À première vue, la situation peut apparaître comme fatale. Mais nous savons que notre peuple a connu des hauts flatteurs et des bas pitoyables. Mais la France a toujours su et pu rebondir. Il n'y a pas de fatalité. Les hommes, par leur volonté et leur courage, avec l'aide de la Providence, peuvent gagner cette campagne, parce que ce sont les gens au pouvoir qui ont les leviers de commande, exige la mobilisation du peuple, et d'abord la vôtre, militants du Front National, combattants, citoyens de l'Union patriotique, qui nous ont rejoints dans cette bataille pour la France. Faites tout ce que vous pouvez pour convaincre vos parents, vos amis, vos voisins, vos camarades de bureau, d'atelier, de sport, de loisirs. Aidez-nous et aidez-vous en nous soutenant financièrement et en militant par tracts, affiches, conversations privées. Ce combat pour le peuple français, je le mènerai avec le peuple.
pour la victoire de la France et l'avenir des Français. Vive le Front National, vive l'Union patriotique, vive la France! Chers amis, sous l'œil attentif de la jeunesse, nous allons, si vous le voulez bien, chanter ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir cette féroce soldats qui viennent jusque dans nos bras et plonger nos fruits et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang pur, à l'heure de nos sillons. Et la France! Yes.